Donc, à l'heure où je vous parle, voilà ce qui peut être considéré comme acquis. Peu avant 14 heures hier, les services de police, par la voie de l'appel 17, étaient destinataires de nombreux messages d'alerte et appels téléphoniques faisant état, dans un premier temps, d'une personne victime d'une agression par arme blanche. Puis, les appels se multipliant, on allait apprendre, ou ils allaient apprendre, qu'il y avait plusieurs victimes, soit qui avaient été agressées, soit qui avaient été frappées. Les services de police de la Direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne donc convergeaient rapidement sur les lieux. À leur arrivée, il leur a été confirmé évidemment la présence d'un certain nombre de blessés. Ils arpentaient le périmètre et finissaient par se trouver en présence de l'individu qui leur avait été décrit comme un agresseur. Une description était toujours similaire, celle d'un homme revêtu d'une djellaba bleue qui n'avait cessé d'agir au cri de Allah Akbar. Quand il se trouvait en présence du mis en cause ou de la personne suspectée, eh bien, il faisait les injonctions d'usage, c'est-à-dire celle de se débarrasser de son arme, en l'occurrence un couteau, et de s'immobiliser. L'intéressé n'obtempérait pas à ces injonctions, conservait un comportement menaçant, ce qui conduisait les primo-intervenants à faire usage de leur arme. Et c'est à 14h45 que le décès du mis en cause était constaté par les services de secours qui étaient également appelés et qui prodiguaient également des soins aux victimes dont on allait constater la présence. Qu'est-ce qu'on peut dire entre ces faits qui semblent avoir commencé peu avant 14 heures? On oscille entre 13h45 et 13h50 et 14h45, c'est-à-dire sur cette période d'une heure. Eh bien que le mis en cause s'est présenté au parc des Hautes-Bruyères, qui se situe donc à Villejuif, et qu'il a d'abord accosté une première personne, l'accostant de manière menaçante, comme je l'ai déjà dit au cri de la Akbar. Cette personne a à ce moment-là expliqué qu'il était musulman. L'intéressé a arrêté son geste pour le frapper et lui a demandé de réciter une prière en arabe. Ce que l'intéressé a fait, et donc à ce moment-là, l'agresseur s'est détourné de lui, et c'est à ce moment-là qu'il s'est attaqué au couple dont vous avez déjà parlé dans vos précédents reportages. Là, les faits dans leur chronologie vont mériter d'être encore précisés, mais ce qu'on croit pouvoir déduire des témoignages qu'on en a déjà, c'est que l'agresseur va d'abord s'attaquer à la femme de ce couple, le mari va venir à sa rescousse et va alors être frappé par un coup d'une extrême violence au niveau du thorax. L'autopsie de ce monsieur qui est décédé de ses blessures a eu lieu ce matin et elle a conclu à une plaie transfixiante au niveau du cœur. Donc même si les services de secours appelés lui ont prodigué le massage cardiaque qui s'impose, et d'ailleurs par voie téléphonique un témoin avait commencé ce massage cardiaque, eh bien ils n'ont pu malheureusement sauver ce monsieur. Et donc sa compagne a elle-même été blessée au niveau du cou. Et c'est cette blessure au niveau du cou qui a valu, dans un premier temps, aux pompiers de conclure à un pronostic, sinon vital engagé, mais du moins à un état d'urgence absolue. Ensuite, eh bien, l'intéressé va poursuivre son parcours et lorsque les services de police arrivent, ils constateront donc une troisième personne blessée, mais là nous ne sommes plus tout à fait au niveau du parc des Bruyères, mais nous sommes sur une voie qui sépare ce parc des Hautes-Bruyères de la zone commerciale, cette fois de la Île-et-Rose, sous un petit pont. Et cette jeune femme, qui également faisait du jogging, est agressée plusieurs fois au niveau du dos, mais ces blessures vont être superficielles. À ce moment-là, on perd, je dirais, le suspect dans son parcours, au niveau des auditions telles qu'on les recueille. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que, au-delà de ces victimes dont l'état corporel de lésion a été constaté et dont malheureusement le décès a été constaté pour l'une d'entre elles, d'autres victimes ont échappé à des agressions successives. J'ai déjà fait état de ce monsieur qui, faisant état de sa religion et du fait qu'il était musulman, a été épargné, mais il y a également successivement la gardienne du parc
qui s'est vu menacé d'un couteau, et un SDF qui n'était pas loin de l'entrée du parc, qui a lui-même été agressé. Ce qu'on peut dire, c'est que ce parcours était un parcours d'une extrême violence, d'une extrême détermination. Quand on a les témoignages et quand on les lit, les gens sont frappés par, je dirais, un calme apparent de l'intéressé. Et que, également, lorsqu'il est confronté aux forces de l'ordre, il ne s'interrompt pas et il se livre à des gestes qui ont pu laisser penser qu'il était porteur d'une ceinture d'explosifs, ce qui explique que la zone a été neutralisée pendant de longues heures pour permettre aux artificiers d'intervenir par la voie d'un robot pour s'assurer que ces explosifs n'étaient pas détenus par le mis en cause. Donc voici ce qu'on peut dire au niveau des victimes et du périple. Au niveau des personnalités du mis en cause, vous le savez puisque vous en avez déjà fait état, qu'il a pu être identifié. Il a été identifié parce que dans un premier temps, on a trouvé sa carte bancaire. Et que cette carte bancaire, bien sûr, n'était pas en elle-même un élément d'identification, mais grâce au nom qui y figurait, grâce à une intervention tout à fait rapide de l'identité judiciaire et du laboratoire de police scientifique, des comparaisons ont pu être faites par les fichiers et on a validé l'identité qu'il avait. Je reprendrai celle qui est indiquée dans le cours de vos reportages ou de vos papiers, donc Nathan C. Il est né en 1997. Ses antécédents judiciaires ne sont pas remarquables puisqu'il n'est connu que pour un usage de stupéfiants lorsqu'il était mineur et que pour des violences légères dans le cadre d'une manifestation. On a pu depuis savoir que c'était une manifestation qui était celle de Nuit debout qui avait lieu à l'époque. Et à l'époque, la procédure a été classée, l'infraction n'ayant pas été suffisamment caractérisée à son encontre. Il n'était connu non plus d'aucun service spécialisé. Et son parcours tel qu'il a pu être décrit par ses proches, dont je crois ici qu'il faut souligner qu'ils sont en totale coopération avec les services de police pour essayer d'expliciter ce parcours et ses antécédents. C'est celui d'un garçon qui a été, je dirais, très vite repéré comme étant quelqu'un avec des hautes capacités intellectuelles, mais avec également cet aspect plus sombre de cette personnalité de suivi psychiatrique qui sont engagés très tôt dans son parcours puisque sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Il est suivi par de multiples médecins psychiatres. Il est également, il fait l'objet de plusieurs hospitalisations, dont certaines à la demande de ses parents. Et au final, d'après les derniers éléments qu'on a, mais qui là aussi seront à parfaire par l'enquête judiciaire, eh bien, il sort du dernier établissement psychiatrique qu'il fréquente en mai 2019. Il est alors soumis à un traitement médicamenteux qu'il va interrompre en juin 2019. Voilà ce qu'on sait de lui. En l'état actuel des choses, son absence de connaissances au niveau des fichiers spécialisés ne l'avait pas particulièrement fait repérer. Les auditions se poursuivent de ses proches afin de connaître la nature d'une conversion, ce dont je ne vous ai pas parlé, donc conversion à l'islam qui se passe aux environs de mai ou de juillet 2017. Cette conversion, elle a été confirmée, objectivée par les éléments qui ont été découverts sur place, puisque dans un sac qui est découvert non-lieu des lieux des faits, on trouve un certain nombre, mais je vous laisserai préciser, monsieur le commissaire, de ce qu'on trouve, si vous le souhaitez, dans ce sac et de ces éléments. Et donc, véritablement, on est là sur, je dirais, dans les investigations, sur un certain nombre d'éléments qui restent à parfaire. La nature de sa radicalisation, son parcours avant les faits, parce que pour être clair, à partir du 2 janvier au matin, on ne sait pas ce qu'il devient. Et on le retrouve dans le parc des Hauts-Bruyères le jour où il commence à agresser la première victime. Resteront à parfaire également ses éventuels contacts. Là, tout un tas d'investigations techniques demeurent. Et resteront évidemment à entendre nombre de témoins, peut-être des victimes qu'on n'a pas encore identifiées, même si aujourd'hui aucune ne s'est manifestée, mais on ne sait pas dans ce parcours s'il n'a pas tenté d'agresser d'autres personnes qui se seraient réfugiées chez elle et ne se seraient pas fait connaître.